Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Spider-Man New Generation, sorti le 14 décembre 2018. Cet essai vidéo n'est pas une analyse, mais plutôt une compilation de mes pensées et critiques sur le film. Donc sur ce, je vais vous expliquer pourquoi je pense que malgré toutes les adaptations de Spider-Man depuis Tobey Maguire, celle-ci est la meilleure. Donc je vais procéder avec ce court développement en parlant de l'histoire en elle-même, ensuite les personnages, le style artistique et enfin la bande sonore. Je m'excuse d'avance mais les clips seront en version originale sous-titrée puisque tout est mieux en VO. De plus, j'utiliserai le mot Spider-Verse pour remplacer le titre original pour gagner du temps. Ok. Départ. Avant de me lancer dans l'histoire, j'aimerais préciser que lorsque je dis que ce film est le meilleur des Spider-Man, il s'agit surtout du film seul, c'est-à-dire indépendamment des autres adaptations. Le premier Spider-Man, sorti en 2002 avec Tobey Maguire, restera mon préféré, d'un niveau nostalgique bien sûr, ainsi que Homecoming, pour son histoire mêlée au MCU, Marvel Cinematic Universe. Mais, d'un point de vue purement détaché, Spider-Verse est en effet, d'après moi, la meilleure adaptation Spider-Man qui existe. Enfin, pour commencer. L'histoire de Spider-Man est une des histoires les plus légendaires dans les comics de super-héros pour son passé tumultueux, c'est-à-dire qu'il a été refusé à l'origine, mais ensuite il fut un succès énorme, grâce à la persévérance de Stan Lee, et le point de vue terre-à-terre d'un héros adolescent qui paraît lambda. L'histoire a aussi été à l'origine du cliché de l'origine des super-héros, c'est-à-dire un personnage lambda reçoit des pouvoirs surhumains par pur hasard et décide de combattre le mal. Ce qui est, honnêtement, un des plus classiques de nos jours. L'histoire de Spider-Verse regroupe des hommes araignées d'univers différents par le biais d'un portail interdimensionnel. Les personnages doivent donc retourner dans leurs dimensions respectives afin de pouvoir rééquilibrer l'espace-temps. Bon, une histoire qui pour le coup devient de plus en plus du vu et du revu. Et je reconnais que l'histoire de Spider-Verse n'est pas des plus originaux. Cependant, la façon dont elle est emmenée et les tas d'autres réussites font que c'est une partie négligeable d'après moi. Notamment avec les introductions de chaque personnage. À chaque première apparition, le personnage en question fait une courte introduction en voix off de son personnage et de son univers. De manière volontairement cliché, qui joue sur l'humour de répétition pour les délivrer une blague référençant à la fois l'introduction des super-héros stéréotypés, ainsi que le nombre d'adaptations Spider-Man qui ont existé. My name is Peter B. Parker. My name is Miles Morales. All right, people. Let's start at the beginning. My name is Peter Parker. My name is Peter Parker. Cependant, ces introductions ont une autre utilité que celle de l'humour. Plus subtile mais très présente et importante pour l'orientation du spectateur. Celui de la chronologie. Car la chronologie dans un film peut être linéaire ou cyclique et de temps en temps saccadée, telle que Pulp Fiction ou Memento. Cette chronologie aide à orienter le spectateur, qu'elle soit explicite, comme dans Inception par exemple, ou plus subtile, comme il est le cas de Spider-Verse. Sa chronologie cyclique, symbolisée par cette répétition d'introduction en voix off, renvoie le spectateur au dérèglement de l'univers et de l'espace-temps, ce qui fait que le visionneur se sent pleinement dans l'action et l'histoire. Avant de passer au personnage, je voulais faire quelques critiques personnelles. Malgré la réussite de l'histoire ainsi que mon éloge, certaines étapes de l'intrigue me semblaient précipitées. Tel était le cas de la scène lorsque Peter Parker découvre qu'il n'est pas le seul homme araignée. You're like me. That's impossible. Il semble accepter ce fait si rapidement, alors que cette découverte devrait bouleverser son univers. Ou encore lorsque Miles Morales réussit à utiliser ses pouvoirs juste avant la fin critique. Bien sûr, il fallait que ça arrive, mais cela me semblait tout de même précipité. Néanmoins, ce sont des détails qui sont compréhensibles au niveau réalisation, puisque la prolongation de ces deux derniers aurait pu être trop long et donc avoir l'effet contraire qui n'est pas souhaitable non plus. Pour faire transition, je voulais m'attarder sur le début du film et donc l'introduction de Miles Morales, qui est différente des autres. Nous entrons directement dans sa vie quotidienne avec une musique pop-rap, son adolescence. Miles dessine un graphe sur un cahier, sa chambre n'est absolument pas rangée et il est en retard. Un adolescent typique. C'est de cette manière que nous découvrons notre héros, d'une manière très quotidienne et banale.
Une scène pour différencier ce jeune ado de tous les autres Spider-Héros qui paraissent plus âgés et plus matures que Miles. Une introduction prenante et très efficace car elle ne travaille pas sur l'empathie comme les autres Spider-Man, mais plutôt sur la compréhension du quotidien. C'est justement un point que je trouve très bien fait dans le film, c'est-à-dire le respect des rôles et des personnages tels qu'ils ont été conçus dans les comics originaux. C'est-à-dire, Miles est un adolescent du quartier du Bronx, et il est influencé par son entourage, donc il graffe, il porte des Jordan, symbole de jeunesse street sport, et il ne veut pas montrer son intimité avec son père en face de ses amis. Dad, I love you. Une période de vie difficile mais très bien respectée pour le personnage de Miles. De même, Wilson Fisk, le méchant, a une forme très robuste et imposante. Il est habillé uniquement de noir funéraire, de manière à rester sobre et macabre, et pour accompagner le tout, sa voix est poussée dans les graves. This was never your city. You're gonna love this. Tous ces éléments font que la présence de Fisk reste imposante lors de toutes ses apparitions. Chaque apparition a vraiment du poids. Auparavant, j'ai parlé des introductions des personnages, mais une des choses que je trouvais fascinantes lors de mon visionnage était l'introduction des personnalités. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il ne faut qu'une seule phrase pour comprendre le caractère de chaque personnage. La première phrase de Jefferson Davis, par exemple, est de dire à Miles de se dépêcher. Miles! Yeah. Are you finished packing for school? Rien que dans sa voix et son comportement, nous pouvons décrire Jeff comme quelqu'un de responsable, adroit, décontracté. C'est un homme de famille, quoi. Come on, you're a grown man now. Let's show these teachers that. Ou encore Peter B. Parker. This fry is your universe. It's soggy, it's weird, it's gross. And this delicious normal fry is my universe. Fainéant, irresponsable, inintéressé. Spider-Man noir. Hey, fellas. Sérieux, adroit, un sang-froid, déterminé. Wherever I go, the wind follows. And the wind, it smells like rain. Penny Parker. Hi guys! こんにちは。はじめましてよろしく。 Jovial et surdoué. Peter Parker. Nous ressentons qu'il est là pour le soulagement comique. Comic relief en anglais. Do animals talk in this dimension? Because I don't want to freak him out. Ce qui n'est pas plus mal, mais on ne voit pas précisément son rôle dans l'histoire générale de l'œuvre. I'm right here. Gwen Stacy est un petit peu différent, car on la rencontre deux fois. Une fois en tant qu'élève, I'm Gwenda. et là on peut la décrire de sorte solitaire, seule, gênée, mais aussi lorsqu'elle est Spider-Woman, où nous dirions plutôt sereine, agile, gracieuse, déterminée et solitaire. Une chose qui est très difficile à bien faire sont les doublages, et les voix, je trouve, sont exceptionnelles. It's a hell of a freaking light show. You're gonna love this. Lorsqu'on parle de film d'animation, bien sûr, il faut des acteurs, sauf que les acteurs sont donc des doubleurs. Une chose qui est très difficile à bien faire sont les doublages, puisque souvent les voix ne sont pas exactement correctes, elles paraissent un petit peu fausses. Eh bien, je trouve que dans ce film, les rôles, les acteurs et les voix ont été choisis à merveille. Papa, llámame. See you Friday. Avec les voix de Nicolas Cage, Shamik Moore, Jake Johnson et Hailey Steinfeld. Sur ce, je vais passer sur la troisième partie de ce développement, et peut-être le plus important, le style artistique. Puisqu'il est vrai qu'il n'y a aucun débat sur le fait que le style comics animé de ce film fut innovateur et en grande partie une raison de son succès. Le style d'animation est complètement unique. C'est un mélange de traditionnel, d'expérimentation et de comics, et le rendu parle pour lui-même. C'est un style saccadé, avec un FPS réduit pour obtenir des mouvements d'images saccadés. C'est une représentation en mouvement de ce qu'on ressent en lisant une bande dessinée en fait. Mais il y a des moments où les FPS sont plus élevés pour obtenir un mouvement plus fluide et plus vrai. Ce style saccadé rend des séquences qui ressemblent à des petites scénettes, comme si chaque plan était une vignette de comics. Chaque plan a assez d'informations pour être une vignette toute seule, mais tout autant est suffisamment différent pour que la séparation visuelle ressemble à un hiatus, gutter en anglais, c'est-à-dire l'espace entre deux illustrations comics. Ce petit espace blanc là. Un lecteur traditionnel comprend l'histoire d'un comics grâce à un concept d'inférence conjonctive, soit la logique de mélanger les informations reçues dans la première et dans la deuxième image pour former une continuité logique. Spider-Verse utilise ce concept pour simuler une réaction d'un lecteur de comics chez le public. Tout ceci
accouplé avec le style graphique de comics, donne un rendu typique ouvrage de super-héros, comme on pouvait trouver dans les années 80-90. Avec des techniques telles que les ombres hachurées, les dégradés, les traits de mouvement, les onomatopées même, et des anatomies exagérées. Ce style graphique n'est pas régulier pour autant et permet à certains personnages d'avoir leur propre style qui reflète leur personne et univers. Car tous les personnages qui font apparition dans ce film existaient déjà dans les comics écrites par Marvel auparavant, même le personnage de Spider-Cochon. Les comics originaux sont par exemple celui de Peter Parker, qui est le plus connu, paru en 1962 par Stan Lee. Miles Morales apparaît pour la première fois dans Ultimate Comics Fallout 4 en 2011, Peter Porker dans les comics Spider-Ham en 1983, Gwen Stacy dans les comics Edge of Spider-Verse 2 en 2015, ou encore Spider-Man Noir, qui provient du comics Spider-Man Noir, paru en 2008, qui est un univers bien plus macabre, celui de la Seconde Guerre mondiale et la lutte contre les nazis. Avant de passer sur le dernier point, qui est la bande sonore, voici quelques éléments honorables qui méritent leur place dans mon développement. Le costume de Miles Morales. Il est extrêmement bien conçu. À la fois unique et personnalisé, il rend hommage à l'original en y ajoutant une touche de jeunesse et de nouveau. La référence malfaisante à Spider-Man 3. Génial. Le personnage de Spider-Man noir. C'est un point de vue très dark et comme son nom l'indique, noir, avec une touche d'humour. La voix de Nicolas Cage fonctionne parfaitement et me rappelle les comics de Blake et Mortimer. Can you close off your feelings so you don't get crippled by the moral ambiguity of your violent actions? L'aberration chromatique, qui est présente tout le long du film de manière très subtile. Ça fait ressortir les couleurs néon et rend l'image plus éclatante. Petite anecdote au passage, mon frère, lorsqu'on l'a vu en cinéma, ne l'a seulement remarqué à la fin du film. La bande son. Depuis la sortie de Gardiens de la Galaxie et son succès au niveau de la bande sonore, de plus en plus de films utilisent des chansons dans la bande sonore. Souvent, pour rendre les scènes plus mémorables. I'm gonna disintegrate you! Claim disintegration by the Cure. Spider-Verse utilise énormément de hip-hop pop pour souligner la jeunesse du protagoniste. Avec des titres comme Sunflower de Post Malone et Scared of the Dark de XXXTentacion et Lil Wayne notamment. Et même la bande-son originale de Daniel Pemberton est pleine de sons trap et électro comme on peut entendre dans la musique pop actuelle. En toute honnêteté, la bande-son n'est rien de spécial, mais souligne quand même le ton général de l'œuvre, c'est-à-dire son point de vue adolescent et désorienté. Pour finir, les créateurs de ce film sont les mêmes qui ont fait La Grande Aventure Lego, qui, que vous l'aimiez ou pas, est un avancement technique incroyable. Personnellement, je suis impressionné par l'innovation de ces créateurs et j'ai hâte de voir la progression technique de l'animation telle qu'on la connaît. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée, au revoir et bonne nuit.